Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Timour et aujourd'hui je remets ma casquette de journaliste pour partir à la rencontre de Lucas, un vidéaste indépendant depuis 7 ans qui est également formateur. J'ai rencontré moi à la formation business de Grain. On va en apprendre plus sur sa vie et sur la vie de vidéaste en général. Donc restez branchés, prenez un petit thé, un petit café. La vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, donc profitez. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé à la vidéo? Parce que t'as fait une école de commerce qui t'a plus ou moins plu, ça pour l'instant je sais pas. Tu veux que je te raconte qu'est-ce qui m'a Mais amené à faire qu'est-ce des qui vidéos? t'a amené à passer des études de commerce à la vidéo? Alors en fait, je faisais déjà des petits clips de musique, de rap avec un pote avant d'aller en école de commerce, au lycée. On faisait ça pour s'amuser, vraiment pour passer le temps. Et donc j'avais déjà quelques notions, je faisais déjà du montage sur iMovie. Et après en école de commerce, j'ai fait des stages de marketing, mais pendant les stages, en fait, je me retrouvais souvent à faire de la vidéo parce qu'ils voyaient bien que c'était le truc que je préférais, ou retoucher des images ou des trucs qui sont à peu près assimilés à ça. Et après aussi en école de commerce, pareil, en fait je faisais à côté, mon ex de l'époque avait un blog de cuisine et en fait j'ai décidé d'apprendre à faire de la vidéo en filmant ses recettes de cuisine pour son blog. On a fait une recette par semaine pendant 2 ans filmée, donc j'ai filmé 100 vidéos en gros en 2 ans de cuisine. Et donc et pendant ce temps-là je regardais plein de tutos et ça m'a formé en fait à la vidéo quoi. Ok. C'est comme ça que je suis arrivé par là en fait. Et donc une fois que tu as pris toutes les compétences comme ça, tu as fini ton école de commerce et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Tu t'es dit bon bah le commerce c'est pas pour moi, faut que ou peut-être que je vais me servir de ces compétences-là pour me lancer dans le business de la vidéo. En fait, je suis rentré chez mes parents à Strasbourg et j'étais en mode bon bah faut que je trouve du travail maintenant. Donc je cherchais en marketing, le truc où j'étais un peu spécialisé ou en tout cas où il y avait des possibilités en communication, marketing, et je postulais à des postes, mais ça me déprimait rien que d'y penser parce que je me souvenais que dans mes stages ça me plaisait pas. Donc j'étais en mode si c'est pas méga bien payé, en vrai il y a peu de chances que ça me plaise. Et donc j'allais vraiment à contre-courant, à contre-cœur. Mais en même temps, en parallèle de ça, j'avais des compétences dans la vidéo et je me disais, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et j'avais suivi une formation en ligne, full-time filmmaker. Et donc j'étais en mode, bon, j'ai quand même des compétences assez sérieuses, assez bonnes pour être mises dans un CV. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais aller tester, voir si ça peut prendre. Et donc, je suis sorti dans la rue à Strasbourg et je me suis fait un petit défi où je me suis dit, je vais faire une vidéo par jour pour quelqu'un, pour un business. Et je vais faire le tournage-montage dans la journée. Et ça va me faire un petit portfolio, ça va me permettre de voir comment les gens réagissent par rapport à ce que je fais. Et en fait, en faisant ça, j'ai été rappelé par une ou deux personnes qui m'ont donné de l'argent en échange de vidéos. J'ai filmé une soirée avec un DJ et je fais un petit reportage sur le tatouage pour un média à Strasbourg. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ok, et à partir du moment où tu t'es installé à Paris, ça marchait déjà, la machine était lancée quoi. La machine était lancée, mais alors attention, parce que c'était pas les projets comme maintenant, c'était des petits projets, parfois un peu galères, parfois avec pas beaucoup de budget. Je faisais des tournages, genre je m'en souviens d'un tournage, j'allais dans une école au fin fond, à 1h30 de Paris. Je prenais la voiture, j'avais récupéré une voiture chez la mère de la personne qui me faisait aller sur le tournage. Je roulais pendant 1h30 tout seul, de nuit avec mon matos, etc., dans une petite Smart. Et j'allais faire mon tournage, je filmais la soirée d'une école. Je rentrais après, je devais faire le montage, 2 jours plus tard, je devais le rendre, tout ça pour des très peu d'argent, quoi. Ok. J'ai fait ça plusieurs fois, tu vois, des plans un peu galères comme ça parfois. Et donc non, ça s'est mis en place petit à petit. J'ai gagné des compétences, j'ai rencontré de plus en plus de gens, je me suis rendu compte que j'étais en dessous des prix. Je me suis rendu compte que je gérais pas très bien mes relations avec mes clients, etc. Et voilà quoi. J'ai construit mon réseau, mon portfolio petit à petit, quoi, clairement. Mais du coup, tu penses que tu as pu augmenter tes prix parce que tu as réussi déjà à faire des vidéos, avoir un bon portfolio chargé, ou c'est vraiment tu t'es dit je suis en dessous des prix du marché, il faut que j'augmente mes prix Non, pour c'était m'aligner vraiment avec les autres? c'était prise de conscience. Ouais. J'étais chez WeWork avec que des entrepreneurs, avec Louis qui faisait de la vidéo, donc de Louis Fouché de Grain. Je commençais à inviter des vidéastes, et donc je parlais pas mal de tarifs, etc. Je m'informais beaucoup. Et en fait, je remarquais que j'étais en dessous. Je remarquais que j'étais en dessous des prix du marché. Et surtout, je remarquais qu'il n'y avait pas de différence technique entre un mec à 300 et un mec à 600. Moi, j'étais à 300 à cette époque, jour. Ok. Et du jour au lendemain, j'ai fait OK, je passe à 600 jours. C'était un peu risqué. Du coup, il y a des clients qui m'ont dit, bah, le client par exemple de l'école, là, il m'a dit OK, ciao.
En même temps, c'était un peu toxique comme relation, tu vois, de travailler pour autant pour aussi peu d'argent. Et du coup, mais il y a plein d'autres qui sont restés. Et aussi, j'ai pu trouver d'autres clients qui m'ont jamais dit bah, c'est cher ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Donc c'était vraiment un truc de prise de conscience. Ok. Un vidéaste entre 400 et 600, il y a souvent, ça change rien. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as fait quand tu t'es lancé ou depuis que tu t'es lancé, là, depuis ces 7 années où tu as commencé la vidéo, une erreur qui t'a marqué et qui t'a permis de, je sais pas, changer du tout au tout ta méthode Ouais, bah, j'ai fait plein d'erreurs. La première erreur, c'est que je me suis lancé dans une démarche de « Ok, je veux me prouver à moi-même que je peux en vivre, je veux prouver à mes parents et à mes potes que je peux en vivre et que c'est un vrai métier, etc. » Donc j'étais dans cette démarche de chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. Et donc je visais tous les ans des chiffres d'affaires et d'augmenter, augmenter, augmenter. Ça, c'était un peu extrême. Et du coup, je me suis enfermé dans un truc où je faisais que du projet qui rapportait de l'argent. Donc je me suis coupé cette branche créative. J'ai arrêté les clips, j'ai arrêté la cuisine et les trucs que je faisais pour m'amuser avant. Et je me suis concentré à fond là-dedans. Donc l'avantage, c'est que j'ai pu vraiment prouver à mon entourage que je pouvais en vivre. Ça fonctionnait bien, il y avait de l'argent qui rentrait et tout, c'était cool. Donc ça, c'était le bon point. Par contre, j'ai mis complètement de côté ma créativité. Et dans le corporate, il y a très peu de créativité quand même. Il y a beaucoup de contraintes techniques. Et le but souvent, c'est pas de faire un truc joli, c'est de faire un truc efficace. Donc ça, c'est ma première erreur, c'est que j'ai pas réussi à trouver un bon équilibre argent, créativité. Et du coup bah, je sais faire des bonnes vidéos corpo, mais j'ai pas beaucoup de notions en fiction, j'ai pas beaucoup de notions en vrai clip avec du budget, j'ai pas beaucoup de notions de storytelling, etc. Tu vois. J'ai du retard créatif à rattraper de ce côté-là. Donc ça, c'est ma première erreur. Et je pense que tous les vidéastes, on est comme ça, on est en mode bon, il y a l'argent, mais à côté, il faut aussi faire des projets perso pour apprendre, pour kiffer, etc. et pour pas se dégoûter. Et j'étais pas très équilibré là-dessus. Là, je suis en train de me rééquilibrer petit à petit. Donc ça, c'est ma première erreur. Deuxième erreur, c'est l'erreur comptable. Franchement, je suis passé en société parce que je pensais que j'allais créer une agence avec du monde et que j'allais déléguer des trucs. Parce que j'étais avec des entrepreneurs et que j'avais l'impression que c'était la suite logique. Et je voyais toujours tout en plus grand à chaque fois, comme je te disais, en mode chiffre d'affaires de plus en plus élevé, doubler tous les ans, etc. J'étais en mode, bon, bah, si je veux doubler, là, il faut que j'embauche des gens et tout. Donc je me suis mis dans ce truc. Mais en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que moi, j'aime pas spécialement déléguer. J'aime pas être un gestionnaire d'équipe, un patron. Parce qu'en fait, quand tu as une agence, tu changes un peu de métier. Tu n'es plus le créatif qui prend des décisions créatives. Tu es plus le mec qui va chercher des clients, qui va vérifier que tout se passe bien et qui va essayer qui pense à l'argent tout le temps et à la rentabilité. Donc c'est plus, et surtout, tu es en mode management. Ouais, gérer les équipes, etc. Tu es leader, tu dois motiver les troupes, tu dois... Ouais. Il y a quand même plein de choses qui rentrent en compte au-delà de la vidéo, du coup, à partir du moment où tu as des employés, tu as une équipe à gérer, etc. C'est plus de la logistique que de la création. Quoi. Exactement. Tu as une agence, tu as des gens à l'intérieur, tu es responsable de gens. C'est-à-dire que si tu peux pas partir, si tu pars en vacances, tu sais que tu as une équipe qui compte sur toi quand tu reviens, donc tu es tout le temps sous pression. C'est un autre rapport, quoi. Tu as des responsabilités largement supérieures quand tu es patron, quoi, disons. Mais du coup, tu l'as essayé quand même j'ai délégué, et j'étais en mode, ouais, c'est pas trop mon délire, c'est pas trop mon truc, je préfère être plus flexible, plus chill. C'est aussi beaucoup de travail, quoi. Tu dois travailler vraiment beaucoup et pour monter une agence et qu'elle marche, tu vois, là, j'avais déjà travaillé pendant 3-4 ans en mode, c'est bon, je veux prouver que je peux en vivre. Là, j'en vivais, il fallait que je recommence à zéro. En mode, maintenant, il faut que je prouve que je peux monter une agence. Mais tu vois, tu repars un peu à zéro parce que, enfin, c'est pas que tu repars à zéro, mais l'agence, il faut vraiment rentrer beaucoup de chiffre d'affaires pour que ce soit un truc vraiment intéressant si tu veux gagner plus. Mon erreur, c'était de passer en société un peu trop vite et je suis passé aussi avant d'avoir pété les plafonds. Et j'aurais dû en profiter parce qu'en fait, tu es beaucoup moins taxé. Donc tu peux péter le plafond, je crois, une fois ou deux, ou pendant 2 ans d'affilée, je crois. Bon, moi, je conseille plus de dépasser, de tester ses compétences de délégation, voir si ça plaît, avant de se lancer dans des sociétés où tu payes énormément d'URSSAF et tu as un comptable à payer et tout ça. C'est un autre système de charges, etc. Sans rentrer dans le détail, mais en tout cas, tu te fais taxer significativement plus, au moins 2 fois plus. Est-ce qu'il y a des choses que tu te disais avant de te lancer dans la vidéo et en fait, au final, c'était complètement faux, des blocages dans la tête ou à l'inverse, des trucs où tu te disais je vais être riche, des choses comme ça Je pense que comme tout le monde dans ce milieu un peu freelance, tu passes par des phases où, surtout avec YouTube, où il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, tu as vite tendance à te dire ouais, en fait, je crois que mon but c'est de gagner 10 000 € par mois
et d'être méga riche et tout, parce qu'en fait, c'est possible, tout est possible, on est des freelances dans un monde capitaliste génial, ok. Mais bon, en réalité, le problème de ça, enfin, ça, c'est un espace de piège, parce qu'en fait, nous, on fait pas de la vidéo pour l'argent, parce que tu vois, moi, j'ai fait une école de commerce. Si mon but dans la vie, c'était vraiment gagner de l'argent, je serais trader actuellement, tu vois. Je serais pas en train de faire de la vidéo. Et en fait, je fais pas de la vidéo pour l'argent, je fais de la vidéo parce qu'à la base, il y a un truc qui m'attire là-dedans, créatif, que j'aime, qui me permet de m'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et donc, je suis là pour ça. Donc, je me rappelle aussi que je suis venu par la création, c'est pas pour rien. Il y a des métiers d'argent plus efficaces que faire des vidéos, en tout cas. Du coup, moi, on s'est rencontrés grâce à la formation business de Grain, le coaching Grain. Donc, quand on m'a vendu cette formation, moi, ce que j'ai reçu par mail, c'est votre professeur sera Lucas Scope, ayant déjà réalisé plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, des choses comme ça, des trucs très vendeurs. Ouais. Et ma question, c'est comment tu as fait pour arriver à 100K et qu'est-ce que tu as dû sacrifier pour y arriver? C'est surtout ça la question. Ok, ouais, bonne question. Bah écoute, en fait, le truc, c'est que c'est important de parler de chiffres et c'est difficile de ne pas en parler quand tu fais du marketing ou quand tu. Voilà. Mais après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les 100K, c'était un objectif. Moi, je m'étais fixé cet objectif, mais le prix à payer, c'était ma créativité. Je t'en ai déjà parlé au final. Donc, j'ai délaissé ma créativité. Et au-delà de ça, je délaissais aussi mes potes, en fait. Je les voyais plus trop, je sortais plus beaucoup. Je répondais tout le temps méga en retard. J'étais vraiment en mode chaque minute compte. Et je veux les exploiter à 100% pour grandir dans ce que je fais. Donc c'est ça le prix à payer. Pas mal. En fait, j'étais dans une dynamique. C'était assez stressant aussi, mais c'était aussi une bonne dynamique, quoi. Après, quand je l'ai fait, j'étais une période de ma vie où j'avais l'énergie pour le faire. Okay. Donc ça a marché. Mais si t'as, c'est pas pareil si t'as une femme et des enfants, par exemple, ce qui est pas mon cas. Mais tu vois, où il peut y avoir des contextes qui sont beaucoup plus difficiles. Moi, j'étais juste un jeune de 25 ans qui kiffe la vidéo, qui est à Paris. Je suis dans un coworking, enfin c'est chill, quoi. Tu vois, donc je pouvais dédier beaucoup de temps à ça. Mais ouais, j'ai délégué pas mal. J'ai pas délégué, j'ai délaissé pas mal de relations de mon cercle proche. Et ça, c'était un fort prix à payer en réalité. Et aussi un peu de santé. C'est ta vie sociale qui a pris. Ouais, vie sociale, créativité, en réalité, c'est les 2 points. Après, il se trouve que ça matche pas mal avec ma personnalité puisque je suis assez casanier, donc voilà, mais quand même. Okay. C'est une question d'équilibre, il n'y avait pas trop d'équilibre. Je prenais pas de temps pour faire du sport aussi, ça c'est un gros point. Donc j'ai dû retravailler là-dessus plus tard, quoi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus du tout les chiffres, c'est plus du tout ce que tu vises. Ouais, donc je vise. J'ai toujours un peu des idées de combien j'ai envie de faire en chiffre d'affaires. Je sais à peu près à partir de quel chiffre d'affaires je me sens bien et à partir de quand je commence à paniquer. Enfin, je sais qu'entre 50 et 100K, moi je suis bien, tranquille. Après, évidemment, si je peux travailler moins et gagner plus, go. Mais si c'est pas le cas, ça me va très bien. Je pense que dans ces chiffres d'affaires-là, tu peux déjà avoir une très bonne vie, faire ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît. Tu as potentiellement assez de temps pour justement ta famille, tes amis. Potentiellement, ouais. Et puis aussi du temps pour faire des projets perso, quoi. Et grandir dans ton domaine. Et après, comment j'ai fait pour y arriver, c'est quand même une bonne question. Moi, j'ai travaillé dur. Je me suis mis dans un cercle avec que des entrepreneurs. Donc, ça parlait tout le temps de business, d'argent, de relations commerciales, de négociations, de trucs comme ça. Donc, j'étais dans un monde où on parlait que de ça. Donc, c'était méga stimulant aussi. Et puis je travaillais dans ce coworking avec plusieurs vidéastes, donc il y avait une motivation interne, on s'échangeait plein de trucs, donc ça c'était hyper cool. Et après, comment j'ai fait, j'ai trouvé mes petits clients au début histoire d'avoir un portfolio, et ensuite c'était plus en mode, une fois que j'étais en mode, j'ai augmenté mes prix. Donc si tu doubles tes prix, passer de 300 à 600, tu doubles automatiquement potentiellement ton chiffre d'affaires si tu as le même nombre de projets par an. Donc le premier levier, c'est d'augmenter ses prix. Et après, le deuxième levier, c'est essayer de travailler plus de fois avec le même client. Au lieu de faire des projets one-shot, tu essaies de créer des vraies relations avec tes clients sur le long terme. En mode, viens, je t'accompagne sur toute l'année. À chaque fois qu'on fait un projet, on améliore avec les feedbacks de la dernière fois. Je t'aide dans ta stratégie globale de l'année pour t'aider à acquérir des clients ou à asseoir ta notoriété ou ce que tu veux. Et on discute tout le temps. On ne ferme jamais la conversation et on continue d'évoluer ensemble. Mais du coup,
dans cette démarche-là, tu refais plein de vidéos. Donc, quand tu as fini ta vidéo, tu le rappelles de temps en temps en mode Ouais. ça va, c'est quoi les projets, vous en êtes où, machin. Tu continues à travailler avec eux. Parce qu'en école de commerce, justement, on nous a appris ça. C'est beaucoup moins cher et beaucoup plus facile de travailler plusieurs fois avec le même client que de trouver des nouveaux clients. Donc, il y a cette approche-là que j'avais en mode on travaille sur le long terme, mais je travaille plein de fois avec les mêmes clients. Et donc, en fait, ça veut aussi dire travailler plein de fois avec les mêmes clients, ça veut dire vendre plus à la même personne. Ouais. Donc, moins de clients, plus d'argent. Donc, en fait, tu te rends compte vite fait que il suffit que tu aies 2-3 gros clients et ça peut très bien tourner pour toi. C'est cultiver la relation avec mes clients qui m'a permis d'augmenter significativement mon chiffre d'affaires. Ça veut dire suivre mes clients, les relancer en permanence et faire un peu de prospection et surtout pendant les appels, savoir comment leur parler, comment les guider. Pas juste ah ouais, vous voulez quoi? Ok, vous voulez quel truc? Ok. Ça c'est en mode c'est moi le vidéaste, je suis un expert du truc, je vais vous expliquer les options, je vais vous poser plein de questions pour comprendre comment ça se passe et je vais vous guider jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut quoi. La vidéo sur mesure parfaite pour vous. Quel est ton plan dans 5 ans? 5 ans, si tu veux, dans 5 ans, j'aurais fait tous les trucs que j'avais voulu faire dans la vidéo. Dans 5 ans, je pense que soit je continue la vidéo dans un truc que je kiffe, soit j'arrête la vidéo et je fais autre chose. Ok. Mais je pense que dans 5 ans, j'aurais testé le documentaire, j'aurais testé le clip, j'aurais testé tous les trucs que je veux tester. Il n'y aura plus de secret pour moi, je pense, là-dedans. Et je verrai si j'ai envie de continuer ou pas. Et à côté de ça, là, je fais du coaching, comme tu sais. Et donc ça, j'adore cette partie-là. Parce que j'adore justement, je suis hyper curieux en fait des vidéastes, et même des créatifs, tu vois. En fait, j'aime bien je kiffe voir un créatif pouvoir s'émanciper financièrement et pouvoir faire ce qu'il aime, quoi. Donc j'adore cultiver ce réseau, rencontrer tout le temps des vidéastes, parler tout le temps à des vidéastes et tout. Donc moi, je veux vraiment garder ce truc-là aussi dans les 5 ans. Tu vois, continuer à être à fond investi avec ma communauté de vidéastes, tu vois. Voilà. Donc ça fait partie aussi du projet dans les 5 ans. Ok. C'est une question piège. Presque fini. Question Il y bonus. a petites questions bonus. Ça, c'est les questions que je vais poser à tous les vidéastes que je vais interviewer dans l'année. C'est quoi ma définition C'est, d'une clique, c'est ça? Alors une clique pour moi, c'est vraiment la famille, les potes, la communauté. Non, alors là, en gros, je vais te poser des dilemmes ou des choses Ok. avec 3 On points. va jouer là. Ouais, on va jouer. C'est ça, Vas-y. exactement. Et t'as juste le droit de choisir un seul des choix. C'est un truc à choix multiple, tu dois choisir un seul des choix. Allez, vas-y. Sans forcément justifier, etc. T'es Je prêt? justifie pas ou je peux? Si tu sens que tu as besoin de te justifier, tu justifies, mais normalement, tu peux y aller comme ça. Vas-y, on va. Main levée, Ronin ou trépied? Putain, elle est tellement dure celle-ci en fait. Main levée quand même. Main levée, ok. Grande ouverture ou petite ouverture? Grande ouverture. Ok. T'aimes bien Focal fixe. T'aimes bien le flou. Focal fixe. Team focal fixe. Ah bah, il n'y avait pas, donc focal fixe ou zoom, focal fixe, je vais Focal la fixe. mettre. Plein format ou APS-C? Ah, plan format 100% tous les jours. Première, Final Cut ou DaVinci? Bah DaVinci du coup. Ok. Ouais. Et t'as monté sur les 3 en plus, il me semble. J'ai commencé sur iMovie, ensuite je suis passé à Final Cut, ensuite je suis passé à Premiere parce que tout le monde disait que c'était le truc. Je suis resté pas mal d'années sur Premiere, ensuite je suis passé sur DaVinci, qui est pour moi le meilleur des deux mondes de Final Cut et de Premiere, pour l'instant en tout cas. Et on le paye qu'une fois. Moi, On paye qu'une fois, il y a plein d'avantages, mais surtout j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec l'IA, comment l'IA va s'intégrer à nos logiciels pour qu'on puisse aller plus loin, quoi. Ça va être marrant je pense dans les prochaines années. Aputure ou Nanlite? Moi je suis team Aputure pour l'instant parce qu'ils ont poussé le marché vers l'avant, donc j'ai un peu ce respect là, mais bon. Canon, Sony ou Panasonic? Harry. Harry. Red. Sony Venice. Moi je dirais Sony quand même là. Sony, ouais. Pour Parce moi, que t'as quand même été pas mal de temps sur Panasonic. Ouais. J'ai fait Panasonic GH2 jusqu'au GH5 et ensuite FX3 Sony et j'aime bien. J'aime Ouais. bien, puis ils innovent beaucoup, ils poussent le marché pareil, ils poussent le marché à fond en avant. Mhm. Et surtout c'est plein format. Mais en vrai, pour moi tous les nouveaux plein format, quelle que soit la marque, c'est une folie. Lumière naturelle ou artificielle? Moi je suis quand même artificiel, j'aime bien. Lumière douce ou dure? Ça, je pense que. Ouais, moi douce, hein, forcément, ouais, clairement. Bah, Surtout douce parce dans que le je fais tempo. beaucoup d'interviews, donc Ouais, je c'est suis obligé que la peau soit douce, c'est mieux quoi. Micro canon ou micro cravate?
Micro canon, malheureusement. Ouais, Bah, malheureusement, pourquoi malheureusement? pas malheureusement, mais parce que non, c'est pas malheureusement, c'est juste c'est plus lourd à porter quoi. Et la dernière question, c'est dans le montage, ta partie préférée, c'est le sound design ou l'étalo? L'étalonnage, ouais, carrément. C'est aussi pour ça que je suis sur DaVinci quoi, c'est parce que il y a cette partie étalonnage. Et ouais, tu vois, dans ma vision à 5 ans, c'est pas encore sûr, mais j'aimerais bien qu'il y ait une bonne place à l'étalonnage, tu vois, potentiellement. Disons que la prochaine formation que je m'achèterai, ou que je suivrai, ce sera sur l'étalonnage, je pense. Et voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Bah écoute, merci à toi. un d'avoir plaisir. répondu à toutes mes questions. Avec Et, plaisir. et voilà. Yes. Thank you.